Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la reconversion et notamment comment passer du side project au business. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette masterclass avec Alexandra qui m'a rejoint sur ce sujet. Vous verrez qu'il y aura plein de choses à apporter à cette discussion. Comment ça va, Alexandra? Salut Eleanor, va très bien. Écoute, et toi, ça va? Bah ouais, écoute, je suis ravie, je suis absolument ravie d'être là. C'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble, donc c'est hyper excitant. Et je suis surtout très très contente de te recevoir ici parce que on va parler d'un sujet que tu connais très bien, que tu accompagnes au quotidien, et tu vas pouvoir nous donner plein d'excellents conseils pour passer justement du side project au business. Alors, vous êtes au bon endroit si, et tu peux passer à la slide suivante. Ah, faisait pas suite. Yes, merci. Vous êtes au bon endroit si vous avez déjà lancé un side project et que vous rêvez d'en faire votre activité principale, mais que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre pour mettre toutes les chances de votre côté. Ou à l'inverse, vous l'avez pas forcément lancé, mais vous sentez que c'est le bon moment de quitter votre job et de vous lancer dans une activité annexe. Ça peut être freelance ou entrepreneuriat, et que vous sentez que vous avez cet appel de quitter votre job mais que vous ne savez pas exactement comment sécuriser cette phase de transition professionnelle slash reconversion. Du coup, je me présente avant de rentrer dans le vif du sujet. Je m'appelle Eleanor Pic. Je suis coach professionnel certifié spécialisée dans l'épanouissement des femmes au travail. Et j'accompagne les femmes à deux choses, d'ailleurs qu'elles soient entrepreneurs ou salariées. Je les accompagne à trouver leur dream job, c'est-à-dire à élaborer un projet pro qui les aligne et rassemble leurs besoins, leurs compétences et leurs aspirations. Et j'aide également les femmes à prendre pleinement leur place au travail, c'est-à-dire à sentir beaucoup plus confiantes, affirmées, leaders de leur business, de leur activité et performantes dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, au sein de cette vidéo, on va aborder deux parties. La première on va faire un rappel, enfin un rapide rappel sur ce que c'est qu'un side project exactement, quelle est son utilité, pourquoi il existe et quels sont ses bénéfices dans un processus de reconversion. Et ensuite, c'est Alexandra qui nous parlera plutôt de la cible, c'est-à-dire pour qui est dédiée finalement cette option, pour qui est l'entrepreneuriat et le freelancing. À quel moment peut-on envisager de passer de l'un à l'autre en toute sécurité? Comment respecter, enfin, quel ordre plutôt respecter pour réussir cette transition et comment mettre toutes les chances de son côté pour y parvenir? Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette première partie. Euh, un side project, c'est un projet que vous développez en parallèle de votre activité principale. Alors, ça peut être une passion, un hobby. Dans tous les cas, à un moment donné, il y a quand même, enfin, tu me diras, tu me contrediras, Alexandra, si t'es pas d'accord, mais il y a quand même un objectif de croissance, il y a quand même un objectif de développement, ou même c'est dans l'esprit de prototyper une future entreprise. Enfin, un side project, même s'il se fait dans un esprit, entre guillemets, d'expérimentation, d'exploration, il y a quand même un enjeu business derrière, non? Ouais, totalement. Alors après, si on n'a pas envie de se mettre la pression d'un enjeu business, on peut se dire, je lance voilà pour développer mon réseau, pour m'ouvrir de nouvelles opportunités. Mais en général, l'arrière-idée derrière, c'est à un moment donné de développer un business et de se mettre à son compte. Même si on peut toujours se dire, moi j'aime bien le salariat, j'aime bien l'entrepreneuriat. Bah, toute ma vie, je sais pas, je fais un temps partiel dans le salariat et un side project en parallèle. Mais 90% des gens ont quand même cette petite idée de si je pouvais en vivre, j'irais dessus. Clairement, on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux quelque part. En tout cas, pendant la phase de side project, très clairement, et comme tu disais, c'est tout l'enjeu. Alors, je vais vous donner des exemples de side projects possibles. Ils sont nombreux en fait. Dans le sujet de la création de contenu, vous avez potentiellement lancé une chaîne YouTube, une newsletter, un blog, un podcast. Vous pouvez aussi, en side project, vous lancer dans des activités dites créatives. Ça peut être se lancer dans la photo, la peinture, le dessin, la couture, la céramique, une marque de cosmétiques, la musique, et vendre et diffuser en ligne vos créations. Ça peut être l'entrepreneuriat et tester encore plus sérieusement une idée d'entreprise, un service de coaching, vendre une expertise, une application mobile, un outil, une boutique en ligne. Vous pouvez aussi avoir un engagement communautaire en side project. Ça peut être organiser des ateliers, participer à des événements associatifs, devenir bénévole dans une ONG, organiser des retraites.
Ou ça peut être, comme tu le disais Alexandra, dans l'optique de grandir et de se développer à titre, enfin, à la fois personnel et professionnel, avec le fait de suivre une formation, développer de nouvelles compétences, apprendre une nouvelle langue, devenir coach sportif. Bref, c'est très large et très vaste. Du coup, quelle est son utilité finalement? Pourquoi il y a de plus en plus de personnes, et je crois qu'on a ça en commun, Alexandra, d'avoir lancé finalement toutes les deux le coaching en side project au début. Finalement, quelle est l'utilité de se lancer en side project? Pour moi, finalement, c'est de tester en sécurité. C'est-à-dire d'avoir un espace dans lequel on peut tester une idée, valider sa viabilité, mais au-delà même de la notion de viabilité financière, il y a aussi sa viabilité personnelle, c'est-à-dire l'appétence et le goût qu'on a pour ce truc, cette idée dont on pressent qu'elle pourrait nous épanouir, dont elle pourrait nous aligner, dont elle pourrait nous convenir, et se confronter à la réalité pour sortir un peu de notre tête et voir si c'est le cas réellement. Donc ça peut être par exemple tester un métier avant de s'y engager à 100%, évaluer la viabilité pardon, financière d'une activité, développer donc de nouvelles compétences, créer un réseau, gagner en visibilité, prendre confiance en soi et en ses capacités, ou bâtir une première audience et une clientèle test. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, totalement. Pour moi, vraiment, l'avantage numéro un, c'est la sécurité. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est quand même pas le truc le plus sécure. Là, ça permet vraiment de se tester avec un énorme filet de sécurité, quoi. Cool, ouais, bah exactement, bah, je l'aurais pas mieux dit. Et donc c'est tout, au-delà de cette notion d'utilité, les bénéfices qu'on peut retirer à se donner l'opportunité d'essayer un side project, ça permet en fait, in fine, au-delà de tester en sécurité, c'est que ça permet de gagner en confiance, ça permet de minimiser ses risques, ça permet de même gagner du temps en fait, de gagner en efficacité, parce que le fait de s'être autorisé préalablement à tester, à essayer, et tester ses idées, mais même par exemple un business model, bah, ça nous permet de prendre moins de risques financiers, de prendre moins de risques professionnels, de se lancer en confiance. Et en fait, en confiance quant à sa capacité finalement à la fois réussir cette transition, mais dans la capacité aussi à ce que ça nous convienne, à ce que ça nous plaise. Ça nous permet d'avoir une meilleure transition émotionnelle aussi, parce que tu l'as dit, l'entrepreneuriat, ça quand même, c'est haut et c'est bas, donc c'est déjà un processus en soi. Donc tout ce qu'on peut s'épargner en up and down, eh ben, c'est déjà c'est bon à prendre. Et ça nous permet aussi de gagner du temps en termes de crédibilité, par exemple face à des futurs clients ou recruteurs. Et cette expérience terrain, finalement, elle renforce aussi notre expertise et quelque part aussi notre discours de vente, en gros notre crédibilité commerciale, parce que on n'est pas un nobody qui arrive sur un marché. Non, on a déjà des preuves, on a déjà des choses à apporter, dans le cas par exemple du freelancing ou du coaching. Bref, en gros, ce que je trouve très intéressant avec le side project, c'est que c'est quand même un tremplin méga sécurisé vers plus d'épanouissement et plus de sécurité selon moi. Mm. Tu valides? Ouais, alors là, totalement. Et je suis la première à dire que quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, lance ça d'abord en side project, sauf si tu es ultra riche, que tu es rentier, que tu as plein d'argent ou autre, bref. Mais si tu sais que tu as seulement, et c'est pourtant c'est beaucoup, hein, 2 ans de finances devant toi, genre un pôle emploi, lance-toi quand même avant en side project parce que le temps passe vite. Et par moment, bah, supposons que tu fais je sais pas, la mauvaise idée business au début, bah, tu perds un an et du coup il te reste encore un an, mais quand même il faut rebondir vite. Et plus tu es sous pression financière, moins tu prends les bonnes décisions. Donc le side project te permet toute cette première traversée du désert qu'on a tous dans l'entrepreneuriat, bah, de faire cette traversée du désert avec un job en parallèle qui fait que tu peux prendre les bonnes décisions indépendamment de la pression financière. En fait, c'est finalement d'avoir cet espace qui sécurise, en fait, un espace financier, un espace personnel, un espace professionnel pour pouvoir, encore une fois, expérimenter en toute liberté, en toute confiance, que là aussi, tu l'as dit, plus il y a une pression financière croissante, moins on s'autorise à tester alors que c'est le nerf de la guerre et que c'est ce qui permet de trouver aussi bah, sa propre réussite du succès en réalité. Carrément. Ok, ce petit rappel étant fait, je vais pouvoir passer la parole à Alexandra et surtout parler plus précisément de bah, comment, une fois qu'on a un side project qu'on a validé, qu'on a expérimenté, comment en faire un business viable, comment faire un business rentable et à la fois rentable en termes financiers, mais aussi rentable pour soi, dans notre satisfaction et notre épanouissement. Alexandra, c'est pour toi.
Yes, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Ridou. Ma mission, c'est d'accompagner les professionnels de l'accompagnement, donc les coachs, thérapeutes, formateurs, à vivre de leur activité sans renier leurs valeurs, j'insiste là-dessus, et en s'aérant l'esprit. Pourquoi en s'aérant l'esprit? Moi, je prône la marche pour prendre les meilleures décisions. Donc, sachez que si un jour vous êtes dans le flou, vous ne savez pas quel business lancer ou quelle décision prendre, allez marcher. Les neurosciences l'ont démontré. Ça va décupler votre créativité. Et pourquoi je suis là aujourd'hui à vous parler et qu'est-ce que j'y connais au Side Project? Bah, tout d'abord, dans mon parcours, il ressemble sûrement mon début de parcours à ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que en 2020 et même un peu avant, mon job commençait à perdre de sens. Je savais plus trop pourquoi j'étais là. Je gravissais les échelons, mais juste parce que la réussite, c'est de gravir les échelons. Et donc, j'ai commencé à me dire, bah tiens, le coaching, ça t'intéresse? Pas du tout prête à me lancer à 100% parce que risque financier, j'étais encore sur la carrière, la carrière. Si je plaque tout du jour au lendemain, la carrière, il n'y a plus rien du tout du jour au lendemain. Donc j'ai commencé à lancer le coaching en side project et tout allait très vite pour moi parce que les choses sont bien faites dans la vie. En 2021, il se trouve que ça faisait plusieurs années qu'on voulait quitter Paris et mon mari a trouvé un job sur Grenoble. Et là, j'ai eu l'opportunité d'avoir le chômage avec le suivi de conjoint. Et clairement, je me suis dit, cette opportunité-là, je ne vais pas la laisser passer. Comme on l'a dit, l'objectif quand on se lance, bah, c'est de limiter les risques financiers. Là, j'avais une énorme opportunité d'avoir le chômage pendant 2 ans. Donc, j'ai quitté mon side project, je me suis lancée à 100%. Et au début, j'accompagnais les salariés épuisés à trouver leur voie, comme toi, Eleanor. Et en 2023, c'est là où finalement j'ai pivoté sur accompagner les professionnels de l'accompagnement à vivre de leur activité, parce que finalement, c'est là où je trouve le plus d'éclate, parce que ça mêle stratégie et mindset. Et c'est ce que j'ai découvert avec l'entrepreneuriat, que j'adore ce côté stratégique, ce côté développer son activité. Et pourquoi je vous fais cette précision-là? Parce que souvent, on a peur de se lancer parce qu'on a peur de et si c'est pas la bonne idée, et si ça me correspond pas. Euh, ok, bah, peut-être que ça ne te correspondra pas, mais c'est ok, tu peux en changer. Et je vous ai mis ce pivot parce que finalement, c'est ce que je me suis rendu compte. Au bout de 2 ans, je m'en suis lassée de la cible des salariés épuisés à trouver leur voie. Et bah, j'ai pivoté. Et on peut se dire, oh là là, c'est un énorme échec. Non, parce que j'aurais jamais trouvé ma voie dans l'accompagnement des professionnels de l'accompagnement si j'étais pas dépassée par le premier pas d'accompagner des salariés épuisés. Donc vraiment, euh, avancez quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur que ce soit la mauvaise idée, que ce soit le mauvais side project. Il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvais side project. Quoi que vous fassiez, ça va vous faire avancer. Et c'est en avançant que vous allez affiner justement ce qui vous correspond le mieux. Donc J'ai voilà deux un peu. questions à te poser sur ton parcours Vas-y. pour Ouais. on puisse te connaître un peu mieux. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans le coaching? Enfin, en tout cas, l'accompagnement de pro de l'accompagnement, justement. Est-ce que tu étais déjà maman quand t'as pris finalement le chômage et ces 2 ans d'aide financière pour suivi de conjoint? Et qu'est-ce qui t'a permis finalement, qu'est-ce qui t'a permis de voir que c'était nécessaire pour toi de pivoter? Désolée, ça fait 3 questions en Ouais, une. non, pas de souci. Et des excellentes questions. Alors pour l'histoire, on a bougé de Grenoble du coup et j'ai quitté mon job quand j'avais ma fille de 3 mois. Donc beaucoup auraient dit, wow, c'est pas idéal, la sécurité, tu viens d'avoir un enfant. Mais encore une fois, moi, j'avais pas l'impression de prendre un risque financier. J'avais 2 ans de chômage et je me suis vraiment dit, Ouais. ça va répondre à ta dernière question, c'est le bon moment parce qu'au pire, tu reviens dans ton ancien job. Je travaillais en logistique, je suis bac+5 ingénieur. Clairement, dans la logistique, je sais que des bac+5, on en cherche tout le temps. C'est quasiment Hmm. en pénurie. J'avais zéro risque. Euh, Hmm. ça aurait été peut-être un petit peu compliqué, peut-être ça m'aurait pris 3 4 mois, mais je pouvais retrouver un job assez facilement. Et puis même, je me suis dit, au pire, tu finis, je sais pas, caissière, et puis tu rebondiras, et bref. Donc j'avais l'impression vraiment d'avoir mis de côté ce risque financier, donc c'était le bon moment. Pour la petite histoire, du coup, donc je me suis lancée, ma fille avait 3 mois, et mes deux enfants, ils ont 18 mois d'écart. Donc finalement, 5 6 mois après m'être lancée, je suis enceinte. Je sais que j'ai un deuxième congé mat qui va arriver. Bon, alors là, le côté positif, c'est qu'encore une fois, quand tu es en congé mat au chômage, ça décale ton chômage et tu as le congé mat payé par la Sécu. Donc en vrai, moi, c'est comme si j'avais eu 2 ans et demi de chômage. Donc le fait que je sois tombée enceinte en étant entrepreneur m'a pas non plus pénalisé financièrement, ça a juste décalé le chômage. Donc, ce côté maman, financièrement, je ne l'ai pas ressenti. Par contre, niveau s'organiser, ouais, c'est une organisation, surtout que j'ai eu des enfants qui font pas leur nuit. Donc, j'étais pas au top top de ma forme tous les jours. Mais je trouve que c'est pas Mais plus ça t'a pas empêché de faire tout ça, en fait. exactement, et ça m'a pas empêché de faire tout ça. En vrai, je trouve que c'est pas plus compliqué que le salarié parce que Hmm. même plus avantageux parce que justement, j'ai pas mes nuits
et ben, je peux me permettre de m'octroyer une sieste entre 14 heures et 15 heures tous les jours. Il n'y a personne qui va Ouais. rien me dire. Il y a des matins, genre, j'amenais mes enfants, hop, je me recouche jusqu'à 11 heures parce que j'en suis vraiment à bout. Donc, oui, c'est plus compliqué, on va dire, de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, parce que forcément, moi, j'ai pas 70 heures à travailler par semaine, mais c'est possible, et je trouve pas ça plus compliqué que si j'étais salarié, et même plus facile, parce que j'ai quand même plein d'avantages. Sachant que, encore une fois, dans les débuts, j'avais le salaire fixe, on va dire, de Pôle emploi qui tombait. Donc, pas cette pression financière. Si j'avais pas Pôle emploi, j'aurais pas fait les mêmes choix, je pense. Parce qu'en effet, rajouter de la pression financière, alors qu'en plus, tu as deux enfants en bas âge que tu dors pas, je pense que tu éclates en plein vol. Donc, Ouais, je ça aurait fait beaucoup. précise, voilà, que c'est cette sécurité de Pôle emploi, et c'est pour ça que moi, j'invite tout le monde à lancer le truc en side project, c'est pour avoir de la sécurité, ou sinon en rupture conventionnelle ou autre, pour avoir cette sécurité financière. Parce que je le vois avec ceux que j'accompagne, ceux qui sont vraiment dans la difficulté financière, parce que zéro aide, on prend carrément les pires décisions pour son Ouais. business. Du coup, En le fait, on va au business plus vite et au décolle. plus rapide, quoi. Voilà, exactement. Le business, il décolle pas, on n'a pas la bonne Mm. énergie, on n'attire pas les Mm. clients, on a l'air trop en dèche. Bref, c'est un Mm. cercle vicieux qui fait que, Mm. ok, tu prends un job alimentaire, c'est pas grave, c'est pas un échec. Je te garantis que c'est ce qui va te permettre de rebondir. Mm. Bien sûr. Bah oui, non, mais c'est mille fois d'accord avec toi et qui fait aussi écho à mon propre parcours, mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ça va avec plaisir. Du coup, on rentre dans la deuxième partie. Pour qui est fait l'entrepreneuriat, le freelancing? Alors, ma première réponse, on veut dire pour tout le monde, sauf deux catégories de personnes pour moi. La première catégorie, c'est les personnes qui veulent uniquement se lancer pour de l'argent et pour de la liberté. Et c'est le plus gros fantasme que je vois autour de l'entrepreneuriat et pour lesquels je me bats. Si je suis entrepreneur, je peux faire 10 000 € par mois en 3 mois facilement avec une bonne technique de vente qu'on m'a vendue à droite ou à gauche et je vais avoir plus de liberté. C'est totalement faux, honnêtement. Je pense que je connais aucun entrepreneur, même ceux qui vendent ça, ils l'ont pas. La liberté financière, tu ne l'as jamais. Tu n'as pas de salaire fixe. Ok, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais il y a des mois, tu vas avoir beaucoup d'argent, il y a des mois, tu vas pas du tout avoir beaucoup d'argent. Et si tu fais rien, il n'y a pas d'argent qui va tomber. On parle de la formation en ligne, il y en a beaucoup qui pensent que c'est l'Eldorado. Si tu fais pas de marketing et communication au quotidien, ta formation en ligne, il n'y a personne qui va l'acheter. Donc Ou de oui, la vente. voilà, voilà, ou de la vente. Donc oui, je suis d'accord, tu as créé un truc à l'instant T, tu n'as plus besoin de travailler après sur la livraison, mais tu as besoin de travailler sur la marketing, la communication et la vente. Et plus de liberté Et puis, aussi. pardon, excuse-moi, je me permets c'est de rebondir. C'est puis Ouais, en plus une formation, elle se réinvente en permanence. C'est-à-dire que une ouais, fois qu'on l'a lancée et qu'on l'a entre guillemets utilisée, essorée quoi quelque part, il faut aussi se réinventer, proposer de nouvelles choses pour alimenter ses clients existants, aller toucher d'autres personnes. Enfin, c'est comme une collection pour moi avec du prêt-à-porter quoi. C'est pas on se dit ah j'ai fait une collection, c'est bon, je suis tranquille à vie. Bah non, faut faire une collection tous les 6 mois quoi. ouais, Du coup il y a cette notion de renouveau et l'empire Chanel ou je ne sais quoi ne s'est pas construit juste sur la base d'un seul truc. Et c'est pareil pour Adidas, Nike, enfin toutes les industries, même si on peut mettre la fast fashion de côté, mais il y a enfin, cette idée reçue qui est un peu fausse. Et je suis d'accord avec toi, avec ces promesses hyper marketées, hyper shiny, hyper brillantes de voilà, fais 10 000 euros en 15 jours et en étant complètement libre de ton temps et les doigts de pied en éventail à l'autre bout du monde. Et je te rejoins, hein, il y en a plein qui font cette promesse, mais qui ne le vivent pas eux-mêmes, quoi. Donc, c'est ouais. un peu toute l'hypocrisie du truc, en réalité. Exactement. Donc j'insiste là-dessus, si tu vas pour de l'argent facile, il n'y a pas d'argent facile. Et si tu vas pour la liberté, c'est le même principe. Oui, je suis totalement d'accord, tu seras libre, bah, comme moi, de faire tes siestes le matin, l'après-midi, de ne pas travailler le lundi, mais travailler le dimanche. Bref, tu as de la liberté de travailler quand tu veux, mais on a Mm. plein d'autres contraintes qui vont derrière. Déjà, tu es ton pire patron, qu'on se le dise. Donc, tu vas toi-même te mettre énormément de contraintes. Ensuite, tu vas souvent suivre les dictats des gourous, des coachs qui vont dire, ah tiens, il faut faire ça pour que ça marche, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, tu as l'impression d'être libre, mais tu te contrains quand même à faire les trucs qu'on te dit qu'il faut faire. Donc, tu as des patrons, on va dire, déportés. Tu n'as pas l'impression que ce sont tes patrons, mais c'est toi quand même, tu fais les choses en fonction des autres. Et, euh, et bah, si tu es libre, ok, mais si tu fais rien, tu n'as pas de salaire. Donc finalement, dans le salariat, tu as pas mal de liberté parce que tu es libre de rien foutre et d'être payé quand même. Parce qu'avant de se faire virer en France, il se passe pas mal de temps. Donc tu as quand même une liberté de rien faire en salarié et d'être quand même payé. Tu as quand même la liberté de partir en vacances et d'avoir ton salaire fixe qui tombe. Donc, quoi qu'on en dise, il y a de la liberté dans le salariat, il y a de la liberté dans l'entrepreneuriat. Le curseur n'est pas au même endroit, donc c'est à toi de voir où est-ce que tu veux le poser. Mais si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat pour de la liberté absolue,
c'est un gros mythe. Tu ne l'auras pas, la liberté absolue. Tu vas juste être déçu. Donc, j'insiste aussi sur ces 2 points-là et notamment, il y en a beaucoup qui vont se dire: «Ah OK, je cravache pendant 2 ans et après c'est bon, ça sera lancé, j'aurai la liberté et l'argent facile». Non plus. L'entrepreneuriat, ça s'arrête jamais. Je peux te garantir que quand tu auras atteint les 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, tu voudras les 6 000, puis les 10 000, puis les 15 000, puis les 30 000 et en fait, tu vas être dans une course comme ça où, tu vas toi-même jamais avoir cette sensation de liberté et d'argent facile si c'est ce que tu recherches. Donc ça, c'est un peu Exactement. Et mon 1er warning. Attention, pourquoi tu veux te lancer. Et le deuxième warning, c'est pour ceux qui sont pas prêts à aimer la vente et l'argent. Et ça, je vois beaucoup de gens qui se lancent dans un métier passion, parce que c'est ma passion, et qui oublient que quand tu es entrepreneur, oui, tu es coach, oui, tu es créateur de contenu, oui, je sais pas, crées des sacs à main, tu crées du cosmétique, bref, tu as ton produit, oui, tu as ça, mais ton produit, il faut aussi le vendre. Et pour ça, il faut aimer la vente, il faut aimer l'argent, il faut aimer le marketing. Et si t'es pas prêt, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu l'aimes pour te lancer. Ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à travailler sur ça. Si tu sais qu'aujourd'hui, ta relation avec l'argent, elle est compliquée, que tu vois la vente comme un truc de vendeur de tapis, tu peux quand même te lancer, mais il faut travailler sur ce point-là. Sinon, bah, tu vas avoir un super produit que personne va acheter et ça va pas marcher. yes, en fait, je retrouve beaucoup de similitudes entre nos deux activités, et notamment dans le fait de travailler toutes les deux. Finalement, toi, tu aides des pros de l'accompagnement à lancer et à vivre de leur activité. Moi, j'aide les femmes à élaborer un projet de reconversion et à prendre leur place au travail. Mais en fait, il y a autant finalement une dimension technique qui est élaborer un projet pro, lancer son activité, et la dimension mindset, parce que tu l'as dit, en fait, on est finalement un peu nos pires ennemis, sans parler même tu parlais du pire patron, ou des patrons gourous, mais on a aussi le syndrome de la bonne élève. Mm. On a aussi toutes nos croyances au sujet de l'argent, au sujet de la vente, au sujet de nous-mêmes, qui sont autant ça peut être autant des vecteurs accélérateurs de business comme des freins de ouf au développement de l'activité, et que c'est hyper important de pouvoir travailler ces deux éléments-là, puisque finalement, c'est la synergie des deux et le fait de débloquer les deux qui fait que bah, derrière, on peut avoir plus facilement une autoroute, quoi. Mm. Et au-delà de dire on a des problèmes de mindset, il y a aussi une notion, je trouve, d'intuition qui est parfois un tel va nous dire de faire ci, de faire ça, mais ce qui marche pour les uns marche pas forcément pour les autres. Et d'où l'intérêt d'avoir aussi cet espace d'expérimentation, c'est aussi tester nos intuitions, tester ce qui fonctionne. J'ai un gourou du marketing qui m'a dit X, l'autre il m'a dit Y. Bah, qu'est-ce qui m'appelle le plus? Et quand bien même je peux ne pas aimer la vente, comment je peux faire une vente qui me ressemble? Comment je peux faire une vente qui me met en énergie? Plutôt que d'avoir l'impression d'endosser un costume de mauvais vendeur ou vendeuse qu'on a tous déjà rencontré dans notre vie et auquel on ne veut pas ressembler. Donc du coup, je trouve ça très intéressant d'avoir ce couple finalement technique, mental, mindset, parce que l'un vient renforcer l'autre finalement. Ouais, carrément. Et même dans l'entrepreneuriat, je dirais 80% c'est du mindset. Je dis toujours, Mhm. ton activité, elle va grandir à la hauteur de ton développement personnel. Si tu ne Mhm. travailles pas sur toi, Oui. ton activité, elle va bloquer. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, et c'est là où j'ai dit c'est pourquoi, si je dois résumer, pour ceux qui ont un pourquoi fort. C'est-à-dire que tu te lances pas que pour une question d'argent, tu ne te lances pas que pour une question de liberté, tu te lances parce qu'au fond, tu as cette mission qui t'appelle. Tu veux Ouais. absolument créer des vêtements qui soient plus durables pour la planète. Tu veux absolument accompagner des gens à faire je ne sais quoi. Tu veux absolument créer des sites internet parce que ça va te faire développer ta créativité. Bref, un pourquoi fort qui fait que qu'importe les contraintes que tu vas avoir, parce que tu vas avoir des contraintes, encore une fois, j'insiste, on n'est pas dans le monde des bisounours, tu es prêt à les accepter. Et l'exemple que je donne souvent, c'est les sportifs. Les sportifs, on pourrait dire qu'ils ont la vie de rêve. Ils font du sport toute la journée. Et, Michael Jordan, il est fan de basket, il fait du basket toute la journée. Oui, il a sa vie de rêve, mais il s'entraîne tous les jours. Depuis qu'il a 12 ans, là où les gens font des soirées à 13, 14 ans à boire de l'alcool, lui, il s'entraînait, il buvait pas d'alcool, il allait pas aux soirées, bref, il suivait des régimes stricts. Il y a des contraintes, mais il était tellement passionné par le basket qu'il était OK avec ces contraintes et prêt à les accepter. Et c'est là où il faut que vous trouviez le side project, l'idée qui fait que, OK, je suis tellement à fond dedans que je suis OK avec les contraintes et je suis prête à les accepter. Yes, c'est David Laroche qui le dit aussi exactement en ces termes de finalement choisis un combat dont tu es prêt que t'es prêt à relever au sens dont je suis désolée, je le formule mal, mais c'est plutôt dont tu es prêt à relever les challenges, quoi. Tu es prêt à relever les difficultés. Donc choisis un truc par kiff et par amour, mais aussi
par amour de son dark side finalement, par amour de ses contraintes et par amour, alors on n'est pas sadomaso, mais enfin, ou Ouais. maso tout court, mais il y a ce truc de, faut savoir aussi aimer les difficultés de son business, de sa future activité, pour que ça devienne pas quelque chose qui nous noie, mais au contraire quelque chose, enfin une vague sur laquelle on peut aussi apprendre à surfer en gros. Mais ça va dans le sens de ce que Ouais. tu disais en Mais réalité. c'est exactement ça. Et il y en a souvent qui me Mhm. disent, ah, mais attends, c'est du coup, on m'a vendu du rêve. Comment on peut vraiment aimer quelque chose alors qu'il y a des contraintes? Et l'exemple le plus flagrant, c'est les enfants. Je ne sais pas si tactile, sinon ceux qui nous regardent, il y en a beaucoup qui ont des enfants. Les enfants, tu les adores, mais on se le dise, hein, on en chie. Mais tu es Ouais. prête à accepter les contraintes parce que l'amour pour tes enfants est plus fort que tout. Et ben en fait, c'est la même logique pour l'entrepreneuriat. Il faut que tu arrives à trouver ton bébé entrepreneur, ton petit enfant, là, ta petite activité, qui fait que bah, si ça marche pas, si ça te saoule, tu avances quand même. Ton enfant, tu vas pas le renvoyer. Exactement. Bah, d'ailleurs, tu sais pas le renvoyer, mais tu peux pas le renvoyer, tu peux rien faire. Bah, ton activité, c'est un peu ce même truc de dire, OK, j'avance avec et je sais qu'il y a des moments, ça va me faire passer des nuits blanches, mais il y a des moments, ça va être l'éclate. Complètement d'accord. Hop. Et du coup, vient la deuxième question. À quel moment? Quand est-ce que je quitte mon job? Clairement, il n'y a pas de règle universelle. C'est quelque chose de très personnel, je trouve. L'important pour moi, c'est quoi? C'est de prendre ce que j'appelle des risques limités. Encore une fois, je le redis, pour moi, si vous êtes sous pression financière, vous mettez euh, peu de chances de votre côté pour que ça marche. Il y en a beaucoup qui vont dire: «Ah mais si, en général, on réagit beaucoup mieux sous la pression financière, on arrive à trouver de l'argent, on se dépasse et cetera». Oui, tu te dépasses, je suis d'accord, mais en général, tu te dépasses à faire quelque chose qui ne te correspond pas et du coup, qui ne dure pas sur la durée. Donc oui, sous la pression financière, peut-être que tu vas réussir à faire les 2 000 à 3 000 € par mois, mais il y a de grandes, grandes chances que tu fasses un truc qui ne te corresponde pas, que tu, du coup, te crames au bout de 6 mois, un an ou autre. Donc pour moi, l'important, c'est quoi? C'est quand tu te lances, quand tu quittes ton job, que tu aies des risques limités pour continuer de construire une activité qui te correspond et que tu es sûr de garder sur le long terme. C'est vraiment ma vision d'entrepreneuriat. On n'est pas là sur du faut que ça marche dans 6 mois et après je m'épuise. Pour moi, c'est il faut que ça marche. Je sais pas, il me reste 30 ans à travailler. Il faut que ça dure sur les 30 ans sur lesquels je vais travailler. Et par contre, attention, parce qu'il y en a qui vont aller dans le sens opposé à vouloir absolument la sécurité financière à 1000%. Et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça va être, j'attends que mon activité fasse, je sais pas moi, 10 000 € par mois pour quitter mon job. Mais en même temps, je trouve pas le temps de développer mon activité à 10 000 € par mois en parallèle de mon job. Du coup, j'attends, mais je trouve pas le temps et, hop, et on bouge jamais. Donc, il y a un moment donné, il y a quand même un risque à prendre. C'est pour ça que je parle de risque limité. Il va falloir se lancer sous certaines conditions. Et c'est là où, idéalement, pour moi, quels sont les bons signaux qui disent, ouais, là, je peux y aller. Un, du coup, la sécurité financière. Donc, c'est-à-dire que j'ai soit le chômage, soit j'ai quelques mois de salaire devant moi, soit bah, je sais qu'actuellement, je fais 1 000 € de revenus par mois avec, je sais pas, 10 heures par semaine. Donc, si je fais x4 mon temps, je sais que je peux atteindre sans problème les 3 000 à 4 000 € rapidement. Le deuxième signal, c'est que justement, tu n'arrives plus à gérer les deux. Donc, tu sais que tu as ton activité qui est en train de croître, mais tu n'as pas le temps. Donc là, c'est le moment en général où c'est bien de quitter. Et tu as tes premiers retours clients. À partir du moment, le plus dur, vraiment, c'est de trouver ses premiers clients. À partir du moment où tu as tes premiers clients, tes premiers témoignages, tes premiers avis positifs, tu n'as pas fait le plus dur, mais tu as quand même fait une grosse partie du plus dur. Parce que tu as de la preuve sociale qui fait que tu vas réussir à trouver d'autres clients et que ça va aller pardon, qu'en croissance. Et dernier truc à ticker, bien sûr, quand tu te sens prêt. N'y va pas si tu te sens pas prêt. Suis quand même ton intuition. Ton intuition, elle a toujours raison. Si tu te sens pas prêt, attends, c'est pas une course. Je sais pas s'il te reste 30 ans à travailler. Bah, est-ce que tu es vraiment à 2 ans prêt? Est-ce que tu peux pas dire, bon, bah, je me laisse 2 ans de plus pour être sûr de prendre le moins de risques possible et j'y vais après. Par contre, si tu es vraiment, ce que je dis, le cas où je conseille quand même de te lancer au plus vite, c'est tous ceux qui sont vraiment proches du burn-out. Où ils sont vraiment à ça d'exploser. N'attends pas d'exploser. Mets-toi en arrêt et continue ton side project en arrêt, mais n'attends pas d'exploser pour quitter ton job. Ah oui, mais complètement, parce que c'est pas du tout se mettre dans les bonnes conditions pour la suite. Mais je trouve qu'on revient finalement un peu à ce truc.
il y a un moment, je trouve que ça devient évident de se lancer. En fait, là, tu donnes plein d'arguments rationnels et qui sont bien évidemment valables et qui sont autant de signaux finalement extérieurs, finalement comme des miroirs en fait, qui nous renvoient ça quand on peut plus gérer les deux, tes premiers retours clients. Mais il y a aussi, je trouve, à un moment donné, un peu cet appel intérieur où on se dit, bon, bah, c'est bon, en fait, j'ai testé, j'ai exploré, je sens bien que c'est là où j'ai envie d'être, je sens bien que c'est ma place, je sens bien que j'ai envie, que je deviens de plus en plus prête, comme tu le disais. Et finalement, il y a ce truc qui peut se faire finalement assez naturellement en réalité. Ouais, totalement. C'est pour ça que le quand tu te sens prêt et suivre ton intuition reste le meilleur conseil, puisque, encore une fois, il n'y a pas vraiment Mm. de règle universelle. Ouais, Moi, tu vois, quand j'ai lancé mon side project, je pensais que j'allais faire 2 années de side project. Finalement, j'ai eu l'opportunité d'avoir le chômage. Bon, bah ok, je me sens prête, j'y vais. Donc, suivez aussi votre intuition. ouais. Et ensuite, dans quel ordre? C'est quoi le process un peu pour switcher et pour lancer passer du side project à lancer son activité? Pour moi, la première chose importante avant de faire quoi que ce soit au niveau communication ou autre, c'est avoir une cible client claire. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que vous voulez vendre un produit à quelqu'un ou à une typologie de personnes. Donc déjà, avoir une cible client claire et plus elle sera précise, plus vous aurez de chances de réussite. On pense souvent que bah, si je me spécialise trop, je me ferme des portes. C'est totalement l'inverse. Si tu te spécialises pas, tu t'ouvres aucune porte. Tu as peut-être 15 portes devant toi, mais il n'y en a aucune qui est ouverte. Alors mieux vaut spécialiser en ouvrir une que être devant 15 portes qui s'ouvrent pas. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, avoir une offre différenciante. Aujourd'hui, c'est très dur, je trouve, de trouver une idée, une activité en freelance entrepreneur qui n'existe pas déjà, où il y a vraiment personne sur le marché. Qu'on se le dise, le marché il est de plus en plus sophistiqué sur l'entrepreneuriat, sur le freelancing. Euh, Vous allez avoir du mal à réinventer la roue. Vous allez partir du coup de quelque chose qui existe déjà. Et comment vous faites pour vous différencier? Pourquoi on ferait appel à vous plutôt que quelqu'un d'autre? Donc vraiment, ça c'est important, c'est le fait que vous ayez une offre différenciante qui va faire que vous allez sortir du lot. Ensuite, troisième point, ce que j'appelle avoir un business plan qui tient la route. C'est quoi? Supposons, je sais pas, je prends le cas du coup, qui me parle le plus, hein. Vous vous lancez dans une prestation de service à 60 euros l'heure et vous voulez faire 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Si vous faites le calcul, pour faire vos 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il vous faut combien de clients? À 60 euros l'heure, je pense qu'il vous faut peut-être, allez, 15 nouveaux clients par mois, sachant que chaque nouveau client prend 4 séances. Vous devez être un truc autour de ça. 15 nouveaux clients par mois dans les débuts, c'est impossible. Je casse tous vos rêves. C'est irréaliste. Visez plutôt des business plans où vous avez besoin de peu de clients dans les débuts et donc des business plans où vous allez vendre des offres qui sont peut-être plus à 1000 euros. Mais ça va vous permettre d'être beaucoup moins essoufflé à chercher des clients et avoir la pression financière et à vous dire, OK, finalement, si je trouve deux trois clients par mois à 1000 euros, bah, j'ai 2 000 à 3 000 euros. Et dans les débuts, c'est beaucoup plus simple. Sauf si ça fait vraiment 5 ans que vous avez lancé votre side project, que vous avez créé une grosse communauté de 20 000 personnes. Et dans ces cas-là, en effet, d'un coup, vous pouvez facilement, sur 20 000 personnes, trouver vos 15 nouveaux clients par mois. Mais il faut du coup que vous analysiez votre business plan en fonction du nombre de personnes potentielles que vous êtes capable de toucher. Soit vous avez une grosse communauté et OK, vous pouvez faire du petit produit, soit vous n'avez pas une grosse communauté et dans ce cas-là, il faut faire plutôt du produit, ce qu'on appelle high ticket à 1000 euros, qui fait que vous allez moins vous essouffler. Donc vraiment, pour moi, c'est un point important de OK, là, j'ai pensé mon tarif et mon offre comme ça. Est-ce que ça me permet, là, tout de suite, d'atteindre le chiffre d'affaires que je me suis fixé? Et pour le dernier point à mettre en place, et j'insiste, une fois que vous avez la cible client prête, l'offre différenciante et le business plan qui tient la route, là, vous allez pouvoir chercher des clients. Et l'erreur que je vois beaucoup, c'est des gens qui vont chercher des clients sans avoir rien qui tient la route. J'ai une cible client qui n'est pas claire, j'ai une offre qui n'est pas claire. Du coup, je cherche des clients, mais en fait, j'attire personne parce que personne ne comprend ce que je vends. Donc vraiment, soyez clair avant d'aller chercher des clients sur qu'est-ce que vous vendez, à qui vous le vendez. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir faire une stratégie d'acquisition. Donc ça peut être avec les réseaux sociaux, avec des partenariats, ça peut être avec des conférences, avec des ateliers. Bref, il y a 1000 milliards de stratégies d'acquisition. Trouvez le truc qui vous correspond, j'insiste là-dessus. Allez pas sur le dernier hack à la mode pour faire le plus d'argent possible. Il y en a qui vont dire que le dernier hack à la mode, c'est faire des webinaires. Si vous n'êtes pas à l'aise à prendre la parole en public et à faire des lives, n'allez pas sur une stratégie de webinaire. Il y en a qui vont dire que le dernier hack à la mode, je ne sais pas moi, c'est de faire des newsletters. Si vous n'aimez pas écrire, n'allez pas sur de la newsletter. Bref, trouvez vraiment le truc qui vous correspond parce que la seule truc qui marche pour attirer des clients, c'est celle qui vous correspond, celle qui est dans votre zone de génie. Donc, c'est aller chercher aussi là où est votre zone de génie pour justement attirer les clients à vous.
Et quand vous faites ça dans cet ordre-là, normalement, vous avez les clients qui suivent et l'activité qui décolle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eleanor. Et, mais à 1000 fois d'accord, rien à rajouter, c'est limpide, c'est clair et je valide entre guillemets tout à fait. Alors pas en tant que business coach, mais en tant qu'entrepreneur moi-même, c'est exactement la recette du succès finalement. Enfin, et la recette de la durabilité surtout. Ouais, exactement. Et du coup, c'est quoi un peu les derniers tips pour réussir, pour être sûr que votre activité décolle en tant qu'entrepreneur? Le premier tips, et j'insiste là-dessus, si vous êtes perfectionniste, entre guillemets, c'est pas du tout, du tout, du tout un avantage dans le monde de l'entrepreneuriat. Il va falloir travailler dessus parce que vraiment, fait vaut mieux que parfait. Vous allez beau imaginer tout ce que vous voulez de votre côté pour que ça soit parfait. Le seul truc qui compte, c'est l'avis client, c'est le ressenti du client. Donc plus vite vous allez aller au contact des clients, plus vite vous allez au contact de votre cible, plus vite vous aurez la meilleure offre. Donc j'insiste, fait vaut mieux que parfait. Ne passez les étapes que j'ai dit avant, cible client, offre différenciante. Allez, vous vous mettez 2 semaines. Pendant 2 semaines, vous testez ça de votre côté. Mais après, vous allez échanger avec des gens pour confirmer la cible, pour confirmer l'offre. C'est vraiment important de vous dire, OK, je balance un truc, il n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Je vais le peaufiner avec les échanges, je vais le peaufiner en avançant. Ça, pour moi, c'est vraiment la règle numéro 1 pour réussir. La deuxième chose qui est très importante, ça sert à rien de réinventer la roue. Il y a plein de gens qui sont passés avant vous et qui sont là où vous voulez aller. Entourez-vous des gens qui sont là où vous voulez être. Entourez-vous de personnes pour qui c'est normal ce que vous voulez atteindre. Je sais que quand je me suis lancée dans le coaching, moi, ma grosse peur, tu avais sûrement la même, Eleanor, on l'a tous, c'est mince, c'est bouché. Tout le monde me dit que c'est impossible d'en vivre. J'ai échangé avec un tel qui dit que c'est pas possible, l'autre il me dit aussi c'est pas possible. Comment je vais faire pour m'en sortir? À titre personnel, à force d'écouter des gens qui disent c'est pas possible, je me suis dit, mais en fait, j'écoute les mauvaises personnes. Il faut que j'aille écouter les gens pour qui ils ont réussi à en vivre et c'est possible. Et quand tu échanges avec des gens qui sont là où tu aimerais et qui vont dire, bah ouais, bien sûr, Alexandra, tu peux vivre du coaching, c'est facile. Bah, d'un coup, ça change toi ta dynamique et du coup, tu dis, ah ok, c'est facile. Bon, bah, je me mets moins de pression. Comment je fais? Donc, vraiment entouré de vous, de gens qui sont là où vous voulez être, pour qui c'est la normalité. Aujourd'hui, je sais que moi, je suis de plus en plus entourée d'entrepreneurs pour qui, et 500 000 euros par an, facile. Et du coup, dans ma tête, je suis là, ah ouais, c'est facile. Alors, j'y suis pas, tu vois, mais je me dis, ouais, en fait, c'est possible. Clairement, limite easy. Alors qu'en vrai, si on écoute plein de gens, ils vont me dire, hey, 500 000, t'es une anomalie, c'est pas la majorité. Mais donc, ton état d'esprit va vachement influencer en fonction de ton entourage. Donc, choisissez vraiment bien votre entourage. Ça ne veut pas dire de plus voir vos amis salariés et vos amis d'avant, hein, mais ça veut juste dire rajouter de l'entourage qui vous correspond. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi. Clairement, c'est l'autoroute de l'accélération. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, l'autoroute de l'accélération, mais bon, c'est l'autoroute Non, du ça parle succès. très bien, je trouve. C'est l'autoroute du succès en tout cas, puisque vous allez être accompagné par quelqu'un qui sait exactement le bon chemin et le plus rapide. Et du coup, ça ira beaucoup plus vite. Et troisième point, on en a parlé, c'est travailler son mindset. Vraiment, si vous avez un blocage, si votre activité stagne, si vous procrastinez, c'est qu'il y a un point mindset à travailler. Soit vous êtes en train de faire des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas dans votre zone de talent, soit vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, avec l'argent, avec vous avez un syndrome de l'imposteur. Bref, il y a plein de choses. Travailler votre mindset, ça va vraiment faire 80% de votre réussite. Et le dernier point, j'en ai parlé juste avant, c'est avoir une vraie proposition de valeur. C'est-à-dire, ayez vraiment ce qu'on appelle le product market fit, l'offre qui correspond à un vrai besoin pour une vraie cible client. Il n'y a pas il y a pas de secret. Si aujourd'hui, vous vendez rien, c'est qu'en général, ça pêche à ce niveau-là. Votre offre, soit elle n'est pas claire, soit votre cible client, elle est trop large, soit vous savez mal communiquer, mais il y a un truc qui fait que ça ne marche pas. Ouais, d'accord. En fait, je pense que si je devais le résumer entre guillemets avec mes mots, ce serait mettez-vous dans un environnement qui vous tire vers le haut. Et quand je dis environnement, ça peut être à la fois choisissez des stratégies qui vous font du bien, qui vous élèvent. J'ai parlé en termes de vibration, en termes d'énergie, mais effectivement s'entourer des gens qui vous élèvent aussi intellectuellement, émotionnellement. Euh, Choisir une cible qui vous excite parce que en fait ça vous parle et ça vous énergise. Choisir un sujet et une manière de l'adresser là aussi qui vous ressemble. C'est ça en fait quand je dis tirer vers le haut, c'est de se mettre dans un environnement, dans un cocon finalement de réussite et de succès, et en choisissant avec conscience qui nous entoure pour en gros, c'est surfer une vague de ouf en fait, mais qui va vous porter. C'est pas dire qu'en tant que surfeur, vous êtes en train de rien faire et vous êtes là, hey!
mais plutôt c'est que vous allez mieux la surfer parce qu'elle va vous emmener plus loin en fait, parce que vous êtes aligné dans ce que vous proposez. Donc ouais, c'est comme ça finalement que je me réapproprie tout ce que tu viens de dire. Ouais, ultra bien résumé et ça me fait rebondir sur le fait de n'oubliez jamais que c'est un jeu long terme et Mm. pour tenir sur le long terme, faut kiffer. Parce que si vous vous dites: «OK, je me fais du mal là pendant 6 mois et après ça ira mieux», heu, pourquoi dans 6 mois ça irait mieux? Parce que si vous êtes en train de faire un truc qui marche et qui vous fait pas du bien, bah, c'est dans 6 mois, il vous fera pas plus du bien. Donc soit ça vous dans 6 mois, vous allez vous retrouver, soit il faut que je continue de faire ce truc que j'aime pas, soit il faut que je me réinvente. Mais réinventez-vous dès maintenant, gagnez du temps. Faites ce qui vous fait kiffer dès maintenant. Vraiment, on pense souvent qu'il faut trimer, qu'il faut faire des choses qu'on n'aime pas faire pour réussir. Non, vous pouvez vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas faire pour réussir, mais ça ne vous fera pas forcément réussir. Essayez de trouver vraiment le juste milieu entre le kiff et la stratégie. Parce que oui, il y a quand même de la stratégie à faire. Clairement, il y a de la psychologie humaine, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Mais il y a une zone entre la stratégie et ce que vous kiffez qui existe. Et trouver cette zone, c'est là où vous allez exceller. Complètement d'accord. Hop. Et du coup, si je dois conclure, profitez au maximum de votre CDI pour développer votre activité, vraiment. Pour moi, je conseille à tout le monde, notamment si vous voulez faire vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous avez pour objectif que vos clients viennent des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça prend du temps de trouver ses clients par les réseaux sociaux. N'attendez pas d'être formé pour, commencer à développer vos réseaux sociaux. Développez-les au plus tôt. Même si là, aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer dans 5 ans dans l'entrepreneuriat, développez une communauté dès maintenant, que ce soit un podcast, une chaîne YouTube, des posts sur les réseaux sociaux, bref, ce que vous voulez. Commencez à développer une communauté maintenant. Vous verrez que du coup, quand vous aurez l'idée, quand vous serez prêt, au moins il y aura des gens qui vous suivront et ça sera beaucoup plus facile. Donc vraiment profitez d'être dans votre CDI pour tester des choses, pour commencer à vous créer une communauté, pour regarder qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Et faites-vous confiance. Si c'est le bon moment, pas le bon moment, est-ce que je dois me lancer dans telle stratégie ou pas? Suivez votre intuition, vous avez toujours raison. Merci, Alexandra, pour tout ce que tu as partagé. Et je crois que justement, pour aller plus loin, tu proposes du contenu, des solutions Ouais. pour les personnes qui sentiraient la nécessité d'être accompagnées et qui même auraient vibré de tout ce que tu as dit et partagé en disant, bah, j'ai besoin d'aide, donc qu'est-ce que tu pourrais leur proposer du coup? Yes, alors déjà en gratuit, je vous propose un pack que j'appelle Reconversion sereine, qui inclut un guide avec 50 idées de métiers. Alors moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est bien-être, accompagnement, donc 50 000 idées de métiers autour du bien-être, de l'accompagnement, mais qui propose aussi, si jamais c'est pas ça qui vous intéresse, dans ce pack, il y a aussi comment choisir son statut, qui est un point important aussi quand on lance son side project, et les étapes justement essentielles à suivre pour développer son activité. Et là, je rentre vraiment dans du technique, créer sa marque, créer ses réseaux sociaux, bref, vraiment toute une checklist qui rentre dans le détail. Donc il y a ça. Et sinon, si vous voulez, je vous propose aussi 30 minutes offertes pour analyser la viabilité de votre side project. Si vous voulez, c'est sans engagement. Si vous avez pas envie que je vous vende quelque chose, je ne vous vendrai rien, vous inquiétez pas. Vous pouvez juste savoir, voilà, est-ce que mon side project c'est une bonne idée? Est-ce que ma cible elle est assez nichée? Est-ce que mon offre elle est assez différenciante? Comment je devrais me lancer? Est-ce que mes réseaux sociaux sont bien? Bref, c'est 30 minutes offertes que j'offre à tout le monde pour justement analyser la viabilité de votre activité. Et si vous voulez me retrouver, je poste du contenu régulièrement sur LinkedIn. Et s'il y en a qui n'ont pas LinkedIn et qui sont sur Instagram, je fais aussi sur Instagram. Bref, je suis assez facilement retrouvable normalement. Ouais, je mettrai tous les liens de toute façon en commentaire de cette vidéo si besoin. Merci Alexandra pour tous tes précieux conseils, pour tous tes partages d'expériences qui, je suis sûre, vont faire gagner un maximum de temps à toutes les personnes qui nous ont suivis. Écoute, notre échange m'a donné l'envie d'en faire plein d'autres parce que je trouve qu'on a pas mal de sujets en commun. Donc, merci encore à toi pour ton temps. Pareil, si vous avez des sujets, des nécessités d'accompagnement sur le mindset, bah, vous pouvez en parler à Alexandra ou on peut s'en parler nous. J'ai aussi tout un ensemble de vidéos sur ma chaîne YouTube avec le lien qui est inscrit ici. Et pareil, si vous voulez, si vous envisagez une reconversion au-delà du side project, j'ai une masterclass aussi ultra accessible dans laquelle je détaille en gros les 3 étapes clés pour se lancer et passer à l'action de sa reconversion sans perdre en confort ni en sécurité. Alors ça peut être en sécurité émotionnelle ou financière. Donc je vous invite à regarder si vous êtes dans ce processus et dans ce projet. Merci encore.
Alexandra. Bah écoute, moi je te dis aussi à très vite sur les réseaux, parce que de toute façon, on se retrouve assez régulièrement sur Ouais. LinkedIn. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. On vous y répondra avec plaisir, soit Alexandra, soit moi. Et puis bah, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et puis à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt! À très vite, Eleanor. Ciao. À très vite, Alexandra. Merci.